Merci, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, on remercie l'organisation de cette invitation et plus particulièrement à Arnaud Coez en fait, qui nous a proposé un peu ce challenge d'essayer de vous présenter ce titre, Exploration fonctionnelle complémentaire. Dans les liens d'intérêt, je tiens à signaler qu'en tant qu'universitaire, j'ai une thèse qui est soutenue par le groupe Entendre, également une thèse universitaire qui est soutenue par le groupe Audica. Et depuis récemment, je suis audioprothésiste au sein du groupe Audica. Alors, au niveau de ce titre, je pense qu'il faut qu'on ait à peu près une notion de définition. Ça me paraît assez fondamental. C'est la notion d'exploration fonctionnelle. Une exploration fonctionnelle, c'est un test qui nous donnera une information sur la fonctionnalité d'un organe. Et en tant qu'audiologiste, en tant qu'audioprothésiste, bien entendu, on a tous à disposition notre otoscopie, notre vidéotoscopie, mais également l'audiométrie. Donc Arnaud, je pense que c'était sa question implicite, c'est ce qu'il a un petit peu essayé de mettre en lumière tout à l'heure avec son intervention avec le docteur Diane Lazare. C'est tout ce qu'on va avoir en complémentarité. L'impédancemétrie, tympanométrie, réflexe tapédien, les mesures d'auto-émission ou produits de distorsion, et tout ce panel de tests électrophysiologiques, rétrocochléaires ou beaucoup plus centraux. Alors en parallèle de ça, on a aussi tout un tas d'autres tests fonctionnels qui sont peut-être un peu plus sur un aspect de recherche, avec une évaluation orientée beaucoup plus sur des aspects cognitifs, puisqu'en fait on va faire une évaluation de l'activité plutôt encéphalique avec l'électroencéphalographie ou une technique qui est assez proche qui est la FNIRS, qui est une technique avec on va dire un montage à peu près similaire. On met un casque et ce ne sont pas des électrodes qui vont enregistrer l'activité des neurones, mais en fait des capteurs avec du proche infrarouge qui vont capter des variations du débit sanguin cérébral et donner ainsi une information qui est proche de cette activité d'EEG. Il y a d'autres techniques, la pupillométrie, on connaît aussi l'IRM fonctionnel, le TEP scan et la MEG. Alors bien entendu, on écarte avec Paul de ces notions la mesure dans le conduit, puisque c'est bien une mesure objective, mais ce n'est pas une mesure fonctionnelle, on n'a aucune information sur la fonctionnalité de l'organe. Alors, notre profession, elle est réglementée, comme vous le savez, et puis on a des textes aussi qui vont nous permettre d'avoir une recommandation, et parmi ces recommandations de pratique, on va avoir des normes ISO. La norme ISO qui nous intéresse a été remise à jour récemment, donc au mois de février, et au sein de cette norme, on va pouvoir lire, tout simplement, que l'audioprothésiste va effectuer une évaluation du profil de son patient ou de son client pour établir la fonctionnalité auditive. Et pour cela, comme on le sait très bien, on va retrouver notre otoscopie, notre audiométrie tonale et notre audiométrie vocale. Mais également, dans ce texte de référence, qui est donc avec une lecture internationale, on va pouvoir retrouver aussi ces termes-là, de tympanométrie et d'autres essais. On voit l'inconfort. On voit également la mesure du confort, les niveaux de bruit acceptables, et on verra aussi ces notions d'études du réflexe tapédien, des produits de distorsion, des auto-émissions ou de l'électrophysiologie comme les potentiels du tronc cérébral. Alors, on a une profession qui est réglementée, avec des textes peut-être un peu anciens, hélas, qui tarde un petit peu à être mis à jour, mais la liste des actes médicaux qui peuvent être pratiqués par des auxiliaires, tout simplement, on voit que ne peuvent être pratiqués par des docteurs en médecine que le maniement d'appareils qui permettent de déterminer objectivement l'acuité auditive. Alors, si on regarde ce texte de loi, il date de 65, et juste pour mémoire, l'électrophysiologie, les premiers travaux d'électrophysiologie, publication chez l'homme, on est sur les mesures électrophysiologiques cochléaires en 1967, les PEA en 1971 et les auto-émissions en 1978. Donc ce texte de loi régit une activité, mais les techniques sont apparues par la suite.
Alors effectivement, donc, bonjour à tous d'abord et merci de votre invitation. Et j'ai oublié de préciser, mais par la négative, mes conflits d'intérêts, je n'en ai pas parce que vous savez tous que j'ai été co-créateur d'Ecodia, mais j'ai depuis plusieurs années vendu mes actions, disons, j'ai plus de part dans la société. Et vous pensez bien évidemment que quand je pense exploration fonctionnelle, je pense aussi au développement de ce type de technique. Alors, le mot acuité auditive est intéressant parce que depuis ce matin, on voit qu'il y a quand même une quantité impressionnante et croissant exponentiellement de méthodes qui permettent de définir et de mesurer l'acuité auditive. Et évidemment, depuis 1962, de l'eau a coulé sous les ponts. Et je pense aussi que ça ne fait qu'une nouvelle connaissance, c'est vraiment un point de départ. Donc, la conséquence qui est de se poser la question de nouvelles pratiques n'est pas un sujet qui va être réglé aujourd'hui, mais qui va continuer pendant encore, à mon avis, au moins une bonne décennie. Voilà ce que je voulais dire. Et d'autre part, effectivement, se pose la question, quels sont les actes médicaux, quels sont les diagnostics, quelle est la limite entre test et diagnostic. Là, avec tous ces outils, on entre plutôt dans la notion de mécanisme. Et le mécanisme peut servir de temps en temps, quand on le connaît, à définir un diagnostic et ensuite avec des conséquences médicales ou chirurgicales. Mais le même mécanisme peut être vu comme un moyen de mieux régler les appareils. Et donc, toutes ces nuances de vocabulaire s'effacent un petit peu et doivent se recomposer à l'heure actuelle. Donc vous avez remarqué, nous sommes avec un audiomètre clinique avec 2 voix, un canal 1 et un canal 2. Bien entendu, le canal 1, c'est le signal, et de temps en temps, le canal 2, ce n'est pas du bruit, c'est également un signal de parole hyper important. Dans la suite de cet arrêté, on a l'article 4 qui indique également que nous pouvons réaliser une audiométrie prothétique libre de prescription. Donc on a quand même, une fois que le diagnostic a été posé, on a quand même certaines libertés, mais la notion d'audiométrie prothétique, faut-il également peut-être la définir? Donc je ne me suis pas engagé, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour avoir cette définition-là. Il y a eu une évolution des textes en 2007, mais on n'a eu aucune évolution pour nous dans le cadre de la profession. Et globalement, vous savez que l'ordonnance nous dit bien que nous sommes sur un appareillage avec prescription et qu'on a des obligations d'audiométrie tonale et vocale également. Alors, si on se pose aussi un peu la question, c'est que si on réalise des tests, quelque part, il faut apprendre à réaliser ces tests, puisqu'en fait, on est dans le cadre, tout à l'heure, Mathieu Del Rio a présenté les orientations qui sont données et la volonté de faire évoluer le programme de notre formation en audioprothèse. Globalement, si on regarde au niveau européen, vous savez très bien qu'il existe la formation belge MARIAPS, où en fait, on va obtenir un baccalauréat d'audiologie et à l'issue, on va avoir un double diplôme, puisqu'en fait, on va être à la fois audicien et audiologue. L'audiologue, c'est le technicien en exploration auditive, avec une exploration audiométrique et une exploration fonctionnelle. Donc le bachelier audiologiste belge a cette capacité, il a appris au cours de sa formation. Et bien entendu, il a aussi le versant audicien qui, pour nous, est le versant audioprothésiste pur. L'arrêté royal de 2004 décline bien que les actes peuvent être réalisés par un audiologue, par un spécialiste en exploration, si, bien entendu, il a, j'allais dire, une prescription médicale lui permettant de réaliser ces investigations sur la fonction auditive. En France, vous connaissez également la formation montpelliéraine, où il y a un crédit ECTS important, 5 crédits ECTS, où, au cours de cette formation montpelliéraine, au cours de ce master, les étudiants apprennent à faire de l'exploration fonctionnelle. Donc on voit très bien qu'il y a une volonté d'élever le niveau, d'apprendre ces techniques.
Récemment, sous l'impulsion du professeur Unteyman, il y a eu la mise en place du DU d'audiologie et d'otologie médicale, qui est ouvert à différentes professions. Vous voyez médecins, audioprothésistes, orthophonistes et kinésithérapeutes, pour permettre également à ces professionnels d'avoir des connaissances actualisées sur les méthodes de diagnostic, les nouvelles entités pathologiques, mais également un gros pavé de cette formation est une formation pratique. Donc l'objectif, c'est d'apprendre à faire de l'électrophysiologie, des auto-émissions ou tout autre test vestibulaire. Notre texte réglementaire, c'est celui que vous connaissez très bien de 2018, et en fait, si on le regarde, eh bien, à chaque fois, que ce soit sur la prestation initiale, sur l'adaptation ou sur le suivi, n'apparaît que le terme d'audiométrie, audiométrie tonale, audiométrie supraliminaire, audiométrie vocale dans le bruit. Donc, j'allais dire, si on pouvait résumer quelque part notre profession, c'est qu'aujourd'hui, un audioprothésiste n'a le droit de réaliser que des épreuves d'audiométrie. Donc là, Mais ces épreuves d'audiométrie, est-ce que ce ne sont pas aussi des épreuves psychoacoustiques? Donc jouer sur les mots. Et bien entendu, vous connaissez, alors je ne les ai pas toutes listées, mais il y en a quand même une bonne quinzaine de tests qui vous permettent d'avoir une évaluation complémentaire en cabine, pas uniquement avec votre audiomètre. Alors bien entendu, il y a un investissement matériel, il y a une acquisition aussi du test. Donc en fait, on se retrouve vraiment avec cette possibilité d'explorer notre patient de façon plus détaillée que la simple tonale ou vocale que l'on va pouvoir réaliser. Oui, alors bon, on a déjà vu quelques exemples. Certains, on a parlé d'autospongiose par exemple, certains avec des conséquences non seulement sur le choix audioprothétique et la démarche audioprothétique, mais aussi en arrière-plan et en parallèle un discours médical et chirurgical qui propose des solutions. Il faut bien garder en tête que de plus en plus, on voit apparaître des modèles, des cas particuliers, on va en détailler quelques-uns avec Fabrice, qui nous interrogent tous, parce qu'on n'est pas dans le diagnostic, parce que quelle que soit l'étiquette qu'on va mettre à la pathologie qu'on a sous les yeux, il n'y aura pas forcément de conséquences ni médicales ni chirurgicales, mais on est dans une situation où il ne s'agit pas de savoir si on fait de la psychophysique, de l'exploration fonctionnelle, électrophysiologique, etc. Il s'agit de savoir si on va réussir à régler de manière optimale des audioprothèses. Et comme nos professions ont l'obligation de moyens, se pose le problème des moyens des pratiques. Alors, on nous a listé déjà ce matin, il faut y aller doucement, le vendredi matin, on ne peut pas électrocuter tout le monde, mais on nous a parlé de surdité cachée. Et donc là, déjà, le problème est complexe, puisqu'il y en a une catégorie qui a été démontrée chez l'animal, c'est la synaptopathie due au bruit. Mais évidemment, on sait qu'il y a d'autres entités qu'on arrive de temps en temps à identifier chez des modèles de souris très bizarres. Et donc, dans ce cadre bizarre, nos connaissances bougent sans arrêt. On a des modèles prototypiques, donc une surdité cachée, parfois, on a des choses pour argumenter, et puis parfois pas. Et puis, il y a des surdités non cachées qui ont une composante cachée. Donc, vous voyez où on veut en venir. Donc, on doit brasser de nouveau ces données, ne plus se poser la question de qui fait quoi, mais surtout qui pense à quoi. Et voilà ce qu'on va essayer de présenter maintenant. Alors, la question qui nous a été posée par Arnaud, c'était l'utilité de ces explorations complémentaires dans le diagnostic, ce qui est compliqué pour nous, parce que je suis à la fois universitaire et audioprothésiste, et je ne suis pas médecin. Paul est à la fois médecin, mais plutôt maintenant chercheur, on va dire à plein temps. Donc la question du diagnostic, nous n'allons pas l'aborder puisque nous ne sommes pas médecins, mais nous allons apporter des éléments sur des pistes, des réflexions sur ces quelques cas qu'on va vous présenter. Alors, une endodiagnostic, dans le cadre de mon activité
j'interviens au service de génétique de Clermont-Ferrand où en fait ma collègue, ma praticienne généticienne me dit voilà Fabrice, je reçois un enfant, Younes qui a 14 mois et tout simplement au dépistage il y a une suspicion de surdité unilatérale, il est vu par les ORL, apparemment il y aurait peut-être une composante bilatérale et puis il revérifie tout compte fait. Il confirme réellement une surdité unilatérale. Et les ORL demandent un avis génétique. Donc elle me dit, voilà, ça devient un petit peu dans l'air du temps chez un enfant d'avoir, lorsqu'il y a une surdité unilatérale, d'aller faire un panel génétique pour rechercher des possibles causes génétiques. Mais elle me dit, j'aimerais que tu m'aides à compléter le diagnostic. Donc le diagnostic est bien posé, moi j'interviens derrière, et un petit peu comme dit Paul, nous notre expertise c'est de l'exploration fonctionnelle, une grosse expertise préclinique chez l'animal, mais également une grosse expertise fonctionnelle chez l'homme. Donc moi ce n'est pas un complément de diagnostic, j'allais dire c'est plutôt un complément sur le phénotypage. Alors c'est jouer un peu sur les mots, mais je pense que là, quand on est dans une consultation de génétique, tout simplement, ça a, à mon avis, beaucoup plus son sens. Alors, j'ai tout simplement dit à ma collègue qu'il l'avait vu le matin, c'était un lundi matin, très précisément, et elle était encore avec la maman, je lui ai dit, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est on se revoit à 13h, il va déjeuner, et à 13h, c'est idéal, c'est qu'à cet âge-là, ils font la sieste. Donc, avec un sommeil spontané, j'ai vu ce petit. Vous voyez que dans un premier temps, j'ai réalisé une épreuve de tympanométrie qui me permet de voir la mobilité du tympan. Donc, on voit qu'on a une belle mobilité du tympan. Il y a présence de réflexe tapédien du côté droit et présence d'un réflexe tapédien du côté gauche, mais de faible amplitude. Donc là, déjà, je me suis dit, je vais pouvoir continuer, puisque si j'avais eu une grosse otite d'oreille moyenne, puisque en fait, on sait que si on a une tympanométrie qui est plutôt plate, on va avoir des conséquences sur la stimulation au niveau cochléaire, et lorsqu'on veut faire des auto-émissions, qui sont le retour de l'activité de ces cellules ciliées externes, ça va être très compliqué. Et donc, maintenant, vous savez également peut-être interpréter, c'est qu'ici, on est sur des auto-émissions avec un clic, donc des auto-émissions émises par clic. Donc, on voit une belle réponse du côté droit et une absence de réponse du côté gauche. Donc là, moi, dans un premier temps, je me suis dit, ça va confirmer, bien entendu, le diagnostic des médecins. Et puis, j'ai creusé un petit peu sur les produits de distorsion pour me dire, tout simplement, on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de monter jusqu'à 10 kHz. Donc, est-ce qu'il y a aussi une physiologie cochléaire au-delà du 4 kg? Voilà. Donc là, ma collègue était contente, parce qu'en fait, elle avait des éléments, mais elle me dit, quelque part, je ne sais pas si je vais pouvoir envoyer une prise de sang pour une évaluation de panel génétique, parce qu'en fait, là, c'est une surdité, elle n'est pas ORL. Je dis, ce qu'on peut faire aussi, c'est profiter. Si c'est un caractère génétique, c'est d'évaluer les parents. Alors souvent, vous le savez aussi, dans le cadre du handicap, on n'a que les mamans qui accompagnent les enfants. Donc j'en ai profité, j'ai demandé à la maman, je lui ai dit, vous avez vu les tests que j'ai fait à votre petit, est-ce que vous souhaitez est-ce que vous m'autorisez, est-ce que vous souhaitez qu'on ait une documentation de votre audition? Donc globalement, ce que j'ai fait, on va dire, on a un petit quart d'heure, ça prend pas plus de temps. Décidément, je suis désolé. Tympanométrie normale, présence des réflexes tapédiens, les auto-émissions par clic étaient présentes, donc on est sur un dépistage qui ne révèle aucune atteinte cochléaire. Par contre, lorsqu'on regarde en produit de distorsion haute fréquence, cette jeune maman, elle a 26 ans, on voit très bien qu'il y a très peu de réactivité, très peu de physiologie sur les hautes fréquences. Et puis je réalise son audiométrie et je mesure tout simplement qu'elle a une perte moyenne à droite de 14 décibels et de 19 à gauche. Et je suis un petit peu obnubilé aussi par des notions de normes, vous avez vu, c'est que je regarde par rapport à la norme ISO 7029 qui nous dit que l'individu par rapport à son âge, il devrait avoir telle perte auditive. Et vous voyez que par rapport à son âge, elle est très haut du point de vue de la norme. Donc là, la généticienne m'a dit, c'est quand même un complément. On voit qu'on est peut-être dans un cadre peut-être familial de surdité. Est-ce que tu veux ajouter des éléments? Non, je crois que la démarche est normale. On investigue, on voit des petites anomalies, on creuse un peu plus. C'est la bonne démarche.
elle n'est pas, pour l'instant, ça ne pose pas de problème particulier. On complète le diagnostic. On complète. Voilà. Bon, il est clair que là, c'est dans le cadre d'une vacation hospitalière, il est clair que ce n'est pas au cabinet. J'ai reçu dernièrement une femme donc de 53 ans qui était suivie par mes collègues et qui est aussi présente une surdité un petit peu étonnante que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà rencontrée. Et en fait, le bénéfice de l'appareillage, moi, du point de vue de ma métrologie, pour moi, n'est pas satisfaisant. J'ai bien un gain prothétique, mais je vous ai indiqué, je vous ai mis juste sa vocale dans le bruit appareillée. Aller avec des appareils haut de gamme, pour moi, je n'ai pas de bénéfice fonctionnel attendu. Par curiosité, j'ai découvert qu'elle avait aussi son fils, qui étrangement présente le même profil audiométrique et qui, lui, ne supporte pas du tout les appareils auditifs. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis un petit peu démuni en tant qu'audioprothésiste. C'est quel test, que faudrait-il faire pour compléter cette investigation et comprendre pourquoi il n'y a pas de bénéfice de l'appareillage. Là, on voit quelque chose de familial, donc c'est déjà un tout petit peu orientant. On voit des anomalies tout à fait flagrantes qui sont qu'on a une bonne réponse en haute fréquence chez les deux, et on a un plateau pratiquement pour toute la partie basse fréquence à partir de 3000 Hz à 60 décibels. 60 décibels, pas 50, pas 75, c'est très bizarre et ça ressemble très fortement à une zone morte cochléaire apicale parce que les queues des courbes d'accord dans la zone saine sont précisément 60 décibels. Donc ces deux personnes peuvent très bien, ces quatre oreilles peuvent très bien détecter les sons de basse fréquence uniquement avec leur zone basale saine. Alors, ça veut dire que toute la perception des sons en dessous de 2 kHz est basée sur des réponses fantômes dans une zone qui est prévue pour faire autre chose. Donc, mauvaise sélectivité fréquentielle et puis surtout un effet masquant majeur si jamais il y a des sons pertinents dans la zone au-dessus de 4000 Hz. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Et donc, pour moi, un TEN test s'impose ou des courbes d'accord de masquage. Qui que ce soit qui a envie de les faire a tout à fait intérêt à les faire. Après, si on croit à la piste génétique, il faut regarder. Et puis, s'il y a des zones mortes cochléaires sur 4 oreilles avec rien du tout au-dessous de 4000 Hz, j'irais bien jeter un coup d'œil à la forme de la cochlée pour savoir si elle a 2 tours et demi ou seulement 1. Et ça, c'est très lourd de conséquences, par contre, médicales et chirurgicales, parce que si jamais cette dame ou son fils perdent leur base, avec un traumatisme sonore ou avec tout simplement l'évolution par vieillissement, eh bien, d'un seul coup, ils deviennent sourds profonds, parce qu'il n'y aura plus de réponse apicale non plus, vu qu'il n'y a pas d'apex, si mon hypothèse est fondée. Donc ça me paraît tout à fait important d'enchaîner TEN test et imagerie à la recherche d'une anomalie macroscopique au moins ça en tout cas. Voilà ce que je dirais. Alors, après, effectivement, ne pas porter ces aides auditives, oui, parce que si on concentre toute l'information de la parole sur une zone et du bruit, sur une zone d'une octave qui n'est absolument pas faite pour ça, ça doit être extrêmement perturbant, pas seulement pour la détection pour la détection des mélodies, des rythmes, etc. On peut imaginer une catastrophe perceptive. Enfin, voilà les hypothèses que je formulerai en premier ressort. Un cas assez classique, je vois ce monsieur sur un bilan de dépistage sans ordonnance, pour moi, mais en fait, comme vous voyez dans la deuxième ligne, il me sort en fin de rendez-vous une ordonnance, ce qui est assez classique dans nos rendez-vous, peut-être aussi pour vous. C'est le genre de situation où je suis dérouté, puisque l'audiométrie tonale est quasiment... à quelques décibels près, similaire aux oreilles droite et oreille gauche, et quand on voit l'intelligibilité oreille gauche, on se pose plein de questions. Son historique n'est pas si catastrophique que ça, mais il vient en fait avec un renouvellement d'ordonnance. Donc là, moi, bien entendu, je lui conseille fortement de revoir un ORL.
mais en fait, cette situation apparemment était connue auparavant. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'investigation supplémentaire. Donc là, je ne sais pas non plus, du point de vue médical, quels sont les tests qui seraient réalisés. Bien entendu, on suppose qu'il y en a plein, mais de façon déroutante, si on ne réalise pas cette vocale, bien entendu, on va passer à côté de... c'est un cas classique, je pense que vous en avez tous les jours dans vos laboratoires. On a... alors, je vais peut-être présenter ces deux cas aussi. Deux dames de 65 et 54 ans respectivement, qui viennent également sans ordonnance pour un bilan de dépistage. Ce qui m'a interpellé dans un premier temps, c'est leur inconfort. Alors, je suis un petit peu sadique, je recherche vraiment un réflexe cochléo-palpébral, comme certains d'entre vous. Et voilà, je réalise aussi mon audiométrie vocale au casque. Puis je suis un petit peu interpellé parce qu'il y a vraiment une plainte majeure de ces deux patientes que j'ai vue en fait étrangement à 15 jours d'intervalle. Donc ça m'a marqué, et puis j'ai dit ça tombera très bien pour peut-être animer aussi cette EPU. Quand on regarde leur perte moyenne par rapport à leur âge, vous voyez qu'elles sont décalées par rapport à la norme attendue. Et j'ai réalisé aussi une vocale binaurale en champ libre. Bien entendu, notre champ libre est calibré et voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Alors Paul m'a dit, c'est très bien connu, parce que Paul, en fait, il a une connaissance de la littérature extraordinaire. Donc moi, je m'appuie souvent et il me dit, c'est Kohlmeier, 97 ou je sais plus. Non, 2017, c'est assez récent. C'est l'équipe de Kohlmeier qui a publié une étude systématique de ce qu'ils appellent le trouble de sommation binaurale. À savoir que les gens cotent la sonie beaucoup plus fort en binaural qu'en monaural d'un côté ou de l'autre. Donc pas de trouble, pas d'hyperacousie monaurale ni à droite ni à gauche, et une hyperacousie binaurale. Et la conclusion de ce papier, c'est que cette configuration n'apparaît que chez des malentendants et qu'elle est très variable d'un sujet à l'autre et qu'on ignore totalement d'où elle peut venir. C'est un problème qui est binaural, donc nécessairement, s'il y a surdité cachée, elle se cache forcément. D'abord, elle n'est pas cachée totalement, loin de là. Il y a une surdité périphérique évidente, mais s'il y a un élément caché, il se cache au niveau des voies de la binauralité, de la sommation de sonie. Je ne les connais pas, personne ne les connaît, mais c'est au moins au-dessus du noyau cochléaire. Et donc là, qu'explorer, je ne sais pas. Et c'est peut-être un bon point de conclusion, c'est-à-dire qu'on est effectivement, on ne sait pas tout. Voilà. Fabrice, peut-être une minute. Écoutez, on vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat.